Bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de Force, dernière émission de l'année, émission 313. Et pour festoyer cette dernière émission, je suis en studio mais je ne suis pas seul, je suis avec Linda. Allô! Allô Mike. Linda, on a décidé de se faire plaisir. Ben oui, ça nous met déjà dans l'ambiance des fêtes qui s'en vient. Exactement. Puis bon, on finit ça en tandem, quoi. Oui, exactement. Ensemble, fait qu'on s'est dit, tiens, c'est pas compliqué, une entrevue de ton côté, une entrevue de mon côté. Puis on va finir ça, le petit crémage à la toute fin sur le gâteau de Noël avec un conte de Noël que je vais vous offrir. Oh, t'es tellement généreux, Mike. Hein? J'ai hâte d'entendre ça, ce conte de Noël. Moi, de mon côté, mon invité qui va arriver en deuxième partie d'émission sera Mathieu Blais. On va parler de Brûler debout, un roman de révolution, de révolte, une gang d'anarchistes qui décident de mettre le feu partout. On en parlera avec Mathieu Blais qui va venir nous rejoindre pour 19h. Et toi, tu es avec un invité très particulier, là, spécial. Oui, je suis très, très excitée de le recevoir à l'émission. Bonsoir. Benoît Erwan, bonsoir. Bonsoir Linda, bonsoir Mike. Bonjour, bonjour. Ça va Bonsoir. bien? Merci pour l'invitation, ça va très bien et vous? Ça va super bien. Super. Écoute, tu vas nous parler ce soir de ton livre qui vient de paraître. Ben, je dis qui est paru en mai, je pense. En septembre. Septembre, quand même. Je suis pas si en retard. Non, pas du tout. J'avais tellement hâte de le lire, puis je me disais, j'ai repoussé, mais je me suis dit, je termine pas l'année 2024 sans avoir reçu Benoît Erwan à l'émission. Alors, le titre, c'est « On s'arrête là pour aujourd'hui » et on a en sous-titre « Journal de psychanalyse ». Oui, exactement. Un ouvrage très étonnant pour toutes sortes de belles raisons dont on va discuter ensemble. Et puis, c'est une nouvelle collection qui est au PUM, qui s'intitule... Bon, le nom de la collection, c'est « Les Salicaires ». Oui, Et c'est Nicolas Lévesque. exactement. C'est le deuxième titre qui paraît dans cette collection, où vous êtes... En fait, les deux titres sont parus en même temps. Oui, avec Nathalie Platt. Ben oui, dont on a largement parlé à la dernière Oui. émission. Gérald Godet en avait parlé. Mourir, tu sais quoi déjà le titre? Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux. Alors, Voilà. Un bonjour. verre de Richard Desjardins. Voilà. Alors, Bonjour, salutations. Oui, à Nathalie, qui doit sans doute être à l'écoute. J'en fais, je l'espère. Je vais te présenter, si tu Oui, permets, bien Benoît, sûr. pour que nos auditrices, nos auditeurs puissent savoir un peu. Ben, quand je dis la chance que j'ai, maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Alors, Benoît, tu es un artiste visuel pluridisciplinaire. Tu es né en France en 1976. Tu es installé à Montréal depuis 2020. Tu as développé des intérêts et des aptitudes déjà adolescents pour le dessin et la peinture. Et tu t'es formé ensuite en photographie argentique en voyageant, écoutez, je vais énumérer, là, ça vaut vraiment la peine, là, en Inde, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Indonésie, Australie, Mexico, Espagne, Italie, Portugal, Danemark, Allemagne, Autriche, Suède, États-Unis, Canada, Mexique. Il se fait combien, Mike, t'es compté? Ben là, je suis rendu à 17, 18. T'avais juste à dire partout dans le monde. Partout. Ouais, Voilà. Voilà. plus Mais- le Maroc. et plus le Maroc, que j'ai pas mentionné, mais qui était là. Oui, non, j'ai dit Mexico, je me suis trompée, c'est Maroc, j'ai inversé les Mexico lettres. aussi. Mexico Ouais, aussi, partout, ben partout, voilà, partout. tu vois. Alors, est-ce que ta véritable profession, c'est pas d'être globe-trotter? Qu'est-ce qui t'a déjà, qui t'a poussé à toutes ces explorations? J'ai commencé très tôt. Je suis né à la fin des années 70 dans une famille, on va dire, classe moyenne un petit peu élevée, où il y avait déjà la possibilité de voyager. Et mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup conduire et mes parents aimaient découvrir déjà l'Europe sans prendre l'avion, simplement en prenant la voiture et Ah en oui. traversant ce qui n'était pas encore l'espace Schengen. Donc les frontières avec l'Italie et l'Espagne. Et déjà ça, c'était peut-être mes premiers voyages en Europe et que ça a formé mon goût pour les voyages. Mais je suis tombé très vite amoureux de la culture indienne et je suis allé y voyager très tôt. Et ça fait un petit peu partie de ma biographie. Ça a participé de ma fondation, de ma formation, de ma structure mentale et culturelle aussi. Puis quand on est ouvert à l'Inde, on s'ouvre aussi à la Thaïlande, au reste. Surtout, on est ouvert aux autres cultures, aux autres absolument. religions. Et je le faisais, comme j'étais très jeune, j'étais ouvert d'esprit, j'étais pas formaté, donc j'accueillais les cultures autres. Et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et appareil photographique en main, très tôt aussi? Oui.
J'ai eu alors ça c'est incroyable, c'est que j'ai eu un professeur de mathématiques au collège vers l'âge de 13 ans qui faisait des cours de développement de photographie entre 2 cours. Et c'est comme ça que j'ai découvert la photographie. Et puis après, j'ai fait une école de cinéma où j'ai eu des cours de photographie. Et puis j'ai eu des professeurs importants qui m'ont j'imagine que tu as fait des études cinématographiques supérieures. Tu es devenu aussi chef-monteur puis réalisateur de reportages et documentaires pour des chaînes de télévision européennes. Oui, c'était mon salaire, ma profession pendant longtemps qui m'apportait un salaire c'est pas régulier. Une profession quand même. C'était une belle profession sûr, qui n'était pas que alimentaire et qui me permettait d'avoir aussi accès à beaucoup d'informations parce que je faisais des émissions de télévision essentiellement dans le domaine de la culture, de la protection animale et du voyage comme Entrée libre, Échappée belle et des émissions comme cela. Et puis, depuis 2001, tu as exposé aussi tes œuvres originales dans différentes expositions collectives ou personnelles. Bon, évidemment, à Paris, dans plusieurs autres lieux en France, mais aussi New York, Tokyo, Mexico, Puerto Vallarta et Montréal. De 2010 à 2013, tu es photographe au sein de l'agence Révélateur. Et en 2014 et 2020, tu es professeur de montage à l'Institut européen du journalisme de Paris. Oui. C'est ton dernier, on va dire, ton dernier métier, entre guillemets, là. Oui, avant de venir vivre à Montréal. Et c'est ça, parce que tu arrives à Montréal et là, encore une fois, tu complètes ta formation. Tu t'inscris à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie de Montréal. Et t'as terminé ou c'est toujours en cours? J'ai terminé, mais je n'ai pas diplômé. T'as pas diplômé? J'ai pas diplômé. J'ai terminé mes ateliers pratiques avec vraiment les cours de conception et puis d'histoire de l'ébénisterie, de l'architecture et de la sculpture. Je n'ai pas terminé les épreuves théoriques. J'ai des petits soucis de dos. Qui font que, après avoir vu des spécialistes, il était plutôt conseillé de ne pas poursuivre dans cette voie-là parce qu'on est quand même obligé d'être en torsion au niveau de la colonne et de la musculature, qui faisait que ça risquait de dégénérer peut-être sur le long terme. Donc, après avoir suivi tous mes professeurs qui étaient d'excellents ébénistes et que je salue ce soir, c'est une école qui va fermer dans pas longtemps, malheureusement. C'est ça. Mais en tout cas... Mais tu es allé chercher, c'est encore une corde à ton arc. C'est pour ça qu'on te présente comme un artiste pluridisciplinaire, en fait. L'ébénisterie et la marqueterie étaient pour moi un moyen d'aller plus loin que la peinture. C'était ça ma démarche en pensant à ça, c'est que la peinture en 2 dimensions, je ne savais plus trop comment explorer ça. Je me suis dit, quelle est la 3e dimension? Donc c'était simplement la 3e dimension et le bois permet ça et la sculpture en volume. J'ai appris beaucoup de choses et puis je m'en sers aujourd'hui au sein de mon propre studio de création. Oui, d'ailleurs, studio dont j'aimerais qu'on parle, le studio BRW. Tu travailles avec et pour des collectionneurs, des galeries, des designers, des revues culturelles, des maisons d'édition. Quand est-ce que tu as fondé ce studio BRW? C'était déjà à Paris ou depuis que tu es arrivé au Québec? Non, j'ai toujours eu un atelier de peinture ou plusieurs ateliers de peinture à Paris depuis que j'ai 18 ou 19 ans, à Paris ou en banlieue parisienne, à Tanger et puis à Mexico aussi. Mais c'était sans être une structure professionnelle. J'avais envie de lier mon immigration à Montréal avec un nouveau projet. Et surtout de parler ou de créer en mon nom directement et plus travailler pour d'autres personnes. Quand on est chef-monteur ou post-producteur, on est dédié à une équipe au sein d'un collectif qui dépend d'une ligne éditoriale, avec souvent pas mal d'argent qui sont gérés au quotidien. Donc il y a des responsabilités comment dire, un petit peu énorme. À ce moment-là, j'avais envie de passer, je dirais, à autre chose, de profiter, de ne pas être encore trop âgé. Et puis surtout qu'ici, au Québec, il n'y a pas de timidité à reprendre des études tardivement. Ah non, pas du tout. J'aurais probablement pas fait ça en France. Ah bon? Ouais, on m'aurait dit, oh là là, tu prends des risques, tu as un métier qui rapporte bien, tu fréquentes des gens de la haute société, qu'est-ce que tu vas faire à faire ça, par exemple? Et je n'avais absolument aucun regret. Mais je suis allée, tu as un site, d'ailleurs, je vous invite là, à aller jeter un œil, studiobrw.com,
que tu dois alimenter régulièrement parce que là, on y voit tes œuvres. Et franchement, moi, je te connais un peu, là, mais j'ai découvert des choses assez extraordinaires, des œuvres que tu en as vendues beaucoup, puis d'ailleurs, tu en parles, on va y arriver dans ton livre, parce que toute cette dimension-là de l'artiste en toi, c'est au cœur, je dirais, de ce journal de psychanalyse. Mais en tout cas, si vous êtes curieux de connaître davantage l'artiste, c'est intéressant d'aller sur ce site. Et d'ailleurs, tu as remporté en 2022 le prix Suzor-Côté pour l'ensemble de ta production picturale. Oui, et c'était pour soutenir déjà au départ le studio BRW qui n'était pas encore créé. Je tiens à préciser que je n'en suis pas au point d'avoir créé une entreprise. Le studio BRW est mon outil de production aujourd'hui, et puis petit à petit, dans les années qui viennent, en fonction de l'évolution de ma résidence permanente et de ma citoyenneté, ça va devenir... Ah, c'est un élément important. Voilà, donc. Ça c'est important de le dire. C'est mon outil de production, c'est la manière aujourd'hui de me faire connaître. Après, ça va se développer. Après, chose à la fois. Oui. C'était déjà important de mettre en place le site internet et puis d'avoir un moyen pour que, sans que j'aie à intervenir, n'importe qui partout dans le monde puisse aller voir et les archives et les nouveautés quand bon leur semble, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est en français, c'est en anglais. Puis là, dernièrement, je suis rentré au stock de l'agence photo Bridgman Images, qui est basée à Londres et qui irradie dans le monde entier, qui représente les droits d'auteur des artistes visuels dans le monde entier, légalement et financièrement légalement, sans bitcoin, sans choses bizarres du darknet, tout ça. Et il faut passer une sélection. Et puis là, j'ai été validé en tant qu'artiste visuel pour que Bridgman représente mes droits d'auteur. Et j'en suis ravi. C'est une extension du livre et j'en parle dans le livre. Oui, exactement. D'ailleurs, on y arrive parce que la question qui s'impose à cette étape-ci, là, je pense que vous voyez un peu se dessiner le portrait de Benoît Erwan. Alors, la question, pourquoi et depuis quand l'écriture s'impose-t-elle à toi comme artiste? Est-ce que c'est une nouvelle voie d'expression qui est différente et de quelle façon tu pourrais dire? Ce qui est nouveau, c'est d'être publié. Ah oui, donc c'est très important de le préciser parce qu'on imagine que tu écris depuis longtemps. Oui, alors j'écris mes journaux depuis 3 décennies, donc je me dis diariste. C'est-à-dire que j'ai 30 ans de journaux personnels que j'écris et que je corrige à la fin à peu près de chaque année, entre Noël et le jour de l'an, pour voir un petit peu et faire un bilan de mon année. Puis au fur et à mesure des années, ce journal peut se répartir ou se regrouper en différents secteurs. Journal personnel de peinture, journal personnel de photographie, journal personnel de rapport aux autres, ou journal même amoureux. Et puis... Mais donc, attends, juste pour être bien sûr de comprendre, c'est que tu tiens ton journal pendant l'année et c'est au moment de faire comme ton bilan de fin d'année que tu fais comme un découpage, on pourrait dire. Je reviens dessus et je l'améliore et je le purifie et j'enlève les répétitions et puis je le garde pour moi. C'est des choses qui ont été... C'est déjà un processus d'écriture, là. Mais confidentiel. Fait pour moi, comme on tient un journal intime, parce que ça fait du bien simplement d'écrire pour soi-même en sachant que personne ne le lira. Ça reste du domaine de l'intime. Quand j'ai démarré la psychanalyse, quand j'ai eu la volonté de trouver une personne pour m'accompagner, parce qu'il faut vraiment être volontaire. Ça ne nous arrive pas comme ça. Un bon ou une bonne thérapeute, ça n'arrive pas comme ça. Je savais que j'allais écrire, c'était presque une obligation. J'avais décidé d'écrire ma psychanalyse avant, avec un protocole d'écriture, avant la séance, juste après la séance et le lendemain de la séance, comme on établit un protocole de peinture. Donc, comme en 3 temps, on pourrait dire. Oui. Donc, tout le temps de cette psychanalyse, il y avait l'écriture, parce que de toute façon, si on veut faire la distinction entre la psychanalyse et le fait de, par exemple, faire une thérapie, la psychanalyse est beaucoup basée sur le langage, justement, sur la parole. C'est ce qui m'attirait. C'est ça, exactement. Donc, c'est déjà complémentaire avec l'idée d'écrire. Complètement, ça va avec, c'en est une extension. Écrire pour soi, c'est une chose. Après, écrire en vue d'être lu, c'est autre chose. Pour moi, il a été très compliqué de faire lire mon texte avant de penser le faire publier, tellement c'était intime. Tellement c'est le langage. Mais c'est le langage qui m'a attiré en psychanalyse. C'est l'école du langage. La définition des mots, enfin, le respect de la définition
du latin ou des racines, ou que les racines soient anglophones, ou peu importe, d'Afrique du Nord ou d'Iran ou tout ça, a une importance. Et en psychanalyse, moi je parle de psychanalyse lacanienne par contre, je ne parle pas de psychothérapie freudienne. Le langage est la source de la compréhension à partir du moment où les mots sont utilisés pour leur valeur signifiante. Et c'est quelque chose que je recherchais pour mieux appréhender les accompagnements que j'ai, sans nécessairement le vouloir, parce que j'accompagne des proches aidants qui souffrent de troubles de santé mentale. Ça m'aide, la psychanalyse, à comprendre les enjeux, pourquoi on peut avoir des troubles liés à l'enfance, liés à des traumas quand on était petit, adulte ou pas. Donc, tu t'es intéressé à la psychanalyse depuis très longtemps. Oui, en étant réticent avant d'y arriver. Oui, très réticent. Oui, j'avais un a priori, ça fait peur, la psychanalyse, on imagine que c'est coûteux aussi, il faut quand même le mentionner. Ça coûte très cher, c'est pas accessible à tout le monde, ça coûte vraiment cher, bien qu'aujourd'hui, il y ait des démarches pour que ça coûte moins cher et que ce soit accessible à des personnes qui n'ont pas nécessairement un revenu confortable. Il y a d'autres priorités dans la vie pour beaucoup de personnes que de réfléchir à elles-mêmes et de payer quelqu'un pour réfléchir, pour se poser des questions existentialistes. Il y a d'autres priorités. En ayant vécu en Inde, je le sais, quand on est indien, on a beaucoup de problèmes, ou indienne, on a beaucoup de problèmes et on ne réfléchit même pas à avoir un thérapeute parce que ça ne fait même pas partie de la chose. Il y a des personnes qui se battent pour que ce soit plus accessible. Il ne faut pas oublier qu'un thérapeute non remboursé par la RAMQ, la sécurité sociale ou quoi que ce soit, effectivement, c'est un paiement qui vient complètement de nous-mêmes. Ça fait partie de la cure parce qu'on attend un acte professionnel, précis, concis dans le temps. 25 minutes, 30 minutes en ce qui concerne la psychanalyse lacanienne. Quand c'est freudien, c'est plutôt 45 à 50 minutes. Et puis, on reçoit un soin, on reçoit un conseil, on reçoit une écoute. Ça a un coût. Plus ou moins efficace, ça c'est une grosse question. Oui. Est-ce que la psychanalyse est efficace? Est-ce que je me soigne? Est-ce que je soigne les personnes qui souffrent autour de moi? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est curatif ou pas? La certitude, et ce n'est pas le cas tout le temps, c'est que dans mon cas, ce livre a une vertu curative parce que je parle beaucoup des soucis de mon père. Et grâce à ça, à vous, aux médias, aux rencontres avec le public et les retours de lecture, l'échange par rapport à lui ou ce que je pense de lui est apaisé. C'est clair que c'est curatif aussi pour les lecteurs et les lectrices. Moi, je vais me permettre de le dire. Là. Moi, je suis très attirée par toute forme de littérature où il est question de l'intime, mais c'est ma première expérience d'un livre comme le tien, où là, clairement, on a un journal de psychanalyse, donc ça s'annonce, c'est pour ça que je parlais d'un objet littéraire particulier, parce qu'on n'est pas à proprement parler, on est quand même dans une forme de récit. Oui. Parce qu'on va parler de la structure aussi, il y a un ordre quand même chronologique. Et là, tu as mentionné... on va parler de l'objet du livre quand même. Il y a une forme d'ambiguïté parce que dans le titre, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est la phrase classique là, de la psychanalyse. Je veux dire, là, le clin d'œil est très gros. Là, c'est la phrase qu'on entend qui exprime presque une frustration parce que il y a comme un flow dans la psychanalyse. Quand tu as réussi à parler, tout d'un coup, pouf, on arrête ça là, le minuteur. Quelque chose d'un peu frustrant, on pourrait dire. Oui, mais on continue la semaine prochaine. On continue la semaine prochaine. Donc, c'est même nous, comme lecteurs, lectrices, on lit ça, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est comme, OK, moi, je vais le lire au complet quand même. Je vais avoir accès à toute la durée de ça. Et là, en sous-titre, Journal de psychanalyse, et dans la C4, que je vais lire, si tu permets. Alors, en séance avec Carl, qui est le nom du psychanalyste, Victor découvre la planète de son inconscient et lutte avec des forces d'attraction addictives dont il désire s'extraire avant d'immigrer au Québec pour y rejoindre son futur mari et y renaître comme artiste. Sans cet espace de répétition, sans cette danse de l'écoute et de la parole, il aurait tué son père. Ou peut-être l'a-t-il fait sur une autre planète. C'est très singulier comme quatrième de couverture, et en fait, on a un résumé, parce que on est là en présence d'un récit, en quelque sorte, parce que c'est Victor, ce n'est pas Benoît. Non. Alors, il y a une distanciation. J'aimerais que tu nous parles de ça, là, dans cette espèce d'ambiguïté, là.
Alors, dans le texte original, évidemment, j'ai écrit au jeu. Oui. Le texte lui-même est écrit au jeu, mais là, il y a une distance. Oui, là. mais dans la réalité, Karl ne s'appelle pas Karl. Et puis, bon, Victor est mon alter ego et ne l'est pas non plus. Disons que ça me permet d'avoir une limite légèrement floue pour naviguer entre les deux. Et puis, le thème principal, c'est quand même le trouble de santé mentale. Ouais. Et puis, la bipolarité, entre guillemets, j'ai envie de dire, familiale ou psycho-généalogique. Et ça concerne mon père. Donc, comment on parle de tout ça ? Est-ce qu'on en parle vraiment de manière frontale, à fleur de peau ? Oui. Et ça, dans le cadre de la psychanalyse, on ne peut pas s'en empêcher, sinon il n'y a pas analyse. Oui. Donc la psychanalyse est brutale. La confrontation avec l'analyste est brutale. Ça, c'est une première chose. Pour parler de quelque chose d'extrêmement violent, et puis de souffrance, et puis de tentative de guérison. Donc ça, c'était un gros enjeu. Moi, quand j'ai fini mon texte, et j'avais réussi dans un ordre chronologique à mettre mes entrées de journal, ce que j'avais noté des réponses de Karl, plus l'écriture le lendemain des séances, de ce que j'avais réussi à retenir de mes séances de la veille. J'ai travaillé ça en résidence d'écriture en 2021 quand je suis parti à Shawinigan. Okay. Ah oui. Et puis j'ai laissé mon texte pendant 1 an parce que je ne savais plus quoi faire. Okay. Et puis après je me suis dit j'ai besoin de quelqu'un et j'ai rencontré Nicolas Lévesque. J'ai contacté Nicolas Lévesque surtout pour savoir si je pouvais sortir de la sphère de l'intime. Ah, OK. Là, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant parce que on va voir la plongée, justement, la différence. J'ai beaucoup aimé ton expression que tu es un diariste. C'est bien dit, ça. Je le retiens pour moi-même parce que, tu vois, moi, je ressens une forme de honte au fait d'avoir pendant depuis l'âge de 19 ans, puis moi, je suis pas mal plus âgée que toi, je tiens un journal, vraiment, et des fois, je disais, bon, c'est un peu mon œuvre, en quelque sorte, même si on s'entend que c'est un matériau. Oui. Mais donc, ce qu'on comprend, c'est que le journal que tu as tenu pendant cette psychanalyse, c'était un matériau que tu as présenté à Nicolas Lévesque. Raconte-nous, on était rendu là un peu. Oui, c'était devenu un matériau dont je ne savais pas quoi faire. J'avais besoin de faire une pause, donc j'ai laissé le texte de côté pendant 1 an. C'est la première année que j'ai passée à l'École nationale d'ébénisterie. J'avais autre chose à faire que de penser à un manuscrit. Et puis, janvier 2023, une impulsion, une obligation de faire quelque chose de différent dans ma vie. Donc, alors que je continuais ma psychanalyse avec Karl à distance, en visio, y compris les séances d'hypnose à distance, je me suis dit, je ne peux pas relire mon texte sans arrêter ma psychanalyse si je veux la publier. Donc, j'ai arrêté ma psychanalyse à distance. Je n'en ai pas repris ici. J'ai relu mon texte avec une force, je dirais, dans mes viscères. Vraiment, c'était une obligation. J'allais même un petit peu moins en cours à l'école pour lire mon texte et le parfaire. Puis je me suis dit, maintenant, il faut que je sache si je peux sortir de l'intime, si je peux passer de l'intime à l'extime. Puis, honnêtement, Nicolas Lévesque au Québec, je ne vois pas trop qui y avait d'autres. Je l'avais photographié pour Lettres québécoises. Voilà. Oui. Donc j'ai demandé des conseils autour de moi. Avant, je lisais Nicolas, je l'avais photographié, mais on ne se connaissait pas. Mais j'ai demandé des conseils, des références à Mathieu Bellil, à Yvon Rivard et à Élise Turcotte pour lire des choses à propos de témoignages, soit de personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, soit de proches aidants. Puis j'en ai pas trouvé beaucoup, bien sûr, je suis tombé sur Marie Cardinal, mais grâce à Élise Turcotte, j'ai lu Thomas Melle, qui est allemand, qui a écrit sur ses séjours à l'hôpital. Puis bien sûr, je connaissais L'Intranquille de Gérard Garouste en France, qui avait témoigné il y a quelques années. Il n'y avait pas plus que ça, et puis surtout, il y avait personne qui faisait entrer un lecteur dans un cabinet de psychanalyse. Et j'avais le matériau. Et j'en ai parlé en disant, est-ce que j'ai le droit de le faire ? La seule personne qui pouvait me répondre, c'était Nicolas Lévesque. Et puis il m'a dit, si tu veux que je te réponde, je vais lire ton texte. Donc je lui envoie. Et puis 3 semaines plus tard, le texte était imprimé. Il avait écrit au crayon de papier des suggestions de correction. Et puis il m'a parlé des Salicaires, il m'a parlé de Jacques Ferron. Les Salicaires, c'est 2 textes importants de Jacques Ferron, qui est une sorte de médecin des pauvres, d'oreille attentive pour les artistes en même temps.
Et les salicaires, bon, c'est une plante qui est un petit peu sauvage et qu'on a beau éradiquer, qui repousse un petit peu dans les mauvaises terres. C'est un beau titre de collection. Voilà, il m'a parlé de ça, il m'a dit c'est pas pour dans 6 mois, c'est pour 2024, ce sera aux presses de l'Université de Montréal. Il avait quitté Nota Bene et puis il m'a annoncé qu'il prenait le temps d'annoncer tranquillement et de finir ce qu'il avait à finir avec ses patients avant de laisser son cabinet de psychologie et de psychanalyse pour rejoindre les Plumes. Donc je savais qu'on avait un délai de 18 mois. On a eu toute l'attitude pour travailler tranquillement le texte sans aucune Et donc, pression. Le texte lui-même, est-ce que, on imagine, il y a une construction quand même, c'est pas... La construction était là, on ne l'a pas retravaillée avec Nicolas. Ah non? Non, je vais apporter la construction, parce que la construction, c'est la construction de l'analyse. Je ne peux pas dire des choses en analyse à la séance 64, alors que je les aurais dit à la séance 32. Non, absolument. Mais je veux dire, est-ce qu'on est en présence du texte intégral? Non. De ce que, exact, c'est ça que je veux dire quand je parle de construction. Non, il y a des séances qui servent à rien. Qui servent à rien, puis il y a des notes, parce que, bon, je veux parler, on va rentrer là, dans le cœur, on va dire, du sujet. Si on résume justement le sujet ou la quête, il va être beaucoup question de bipolarité, du rapport au père, des différentes addictions qui viennent à la suite de ça, aux drogues, à la cigarette, plus vers la fin. Du statut d'artiste qui est au cœur aussi, une espèce d'assumation nécessaire, le changement de vie, le mariage et le départ pour Montréal qui arrive, et la psychanalyse qui est en fait une compréhension de soi, une libération. Si tu me permets, je vais lire un petit extrait. C'est la séance 15, Bordeaux, 28 juin. L'anxiété de Jim doit rester différente de la mienne. Être d'abord bien avec soi-même pour pouvoir être bien ensemble. Je suis unique. Je veux rester unique. Savoir que je vais mourir m'aide à apprécier la vie. Les autres ne le savent pas. Proximité entre Lacan et Siddhartha Gautama. Je suis à la recherche de ma cohérence et je suis en train de la trouver. Lacan, : citation, aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Fin de citation, il va falloir faire un effort. C'est extraordinaire, mais qu'est-ce que t'en penses? On a là une entrée, c'est très court, et là, je vous lis celle-là, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment très, très courtes, là. Qui ont une phrase, séance 19, Montréal, 6 août, « Je suis fière d'être celui que je deviens ». Tu vois, et séance 20, Montréal, 22 août, 10 jours avant mon mariage, maman et Estelle, ma nièce, arrivent après-demain, je peins les mots des écrivains, car j'ai du mal à dire les miens. Et là, donc, et là, c'est séance 20, et on est comme en présence d'une émotion qui est exprimée en une phrase, mais il y a d'autres moments où, là, on assiste au dialogue, des séances qui remplissent plusieurs pages. Qui sont complètes. Oui, alors comment, est-ce que c'était comme ça dans ton texte? Comment tu as travaillé? Comment tu nous offres ça, là? Quand je l'ai fait lire, c'était travaillé comme ça. On a retiré des séquences, des répétitions qui n'étaient pas utiles, et puis on avait envie on espérait faire œuvre universelle. Donc, les lieux ne sont pas importants, on a retiré les années, parce que finalement, ça ne compte pas trop. Non. Et puis, on n'avait pas envie de faire référence à une période qui se passait plus ou moins pendant la Covid, parce que c'était pas non plus. Ah oui, c'est vrai, sujet. On a oublié ça. Et oui, parce que moi, j'arrive à Montréal en plein confinement, et je suis autorisé à venir vivre à Montréal uniquement parce que je suis marié, parce que je suis français, que j'ai les papiers et qu'on m'autorise à monter dans l'avion sur le tarmac à Roissy-Charles de Gaulle pour arriver ici sans papier. Ça, c'était ma situation. Aïe, aïe, aïe. J'avais le droit d'être ici uniquement parce que j'étais marié avec Jim. Ah oui. C'est fou quand même. Mais c'est vrai, ça aurait pu faire partie, mais là... C'est pas le sujet, mais... C'est pas le sujet. Non. Donc, il y a une forme... Ça a été élagué, en quelque sorte. Oui. Pour rester dans l'essentiel. Oui. Il y a 4 fois plus d'écriture. Au départ, il y a un manuscrit de 800 pages. Nicolas a eu 300 pages. On a réduit à 200. Et puis, on a laissé reposer. Et puis, on a réduit à 170 avec les typographies choisies pour la collection Les Salicaires. Ouais. Oui. On ne voulait pas répéter. Ça ne sert à rien.
Ça peut ennuyer les personnes. On ne laisse pas des répétitions, même dans des romans ou du polar. On ne laisse pas des phrases qu'on a déjà dit 3-4 phrases avant si on, si on veut Mais faire les c'est choses ce qui bien. fait Donc, qu'on a l'impression d'être un peu comme face à un récit, en quelque sorte, parce que effectivement, les lieux ne sont pas mentionnés. Bon, en fait, oui, Bordeaux, tout ça, Montréal, ils sont fictifs, Paris, sauf effectivement. Montréal. Mais il reste que... Les mots ne sont pas fictifs. Le langage de la psychanalyse, voilà. dans les séances que j'ai retranscrites en dialogue, ne sont pas des mots fictifs. Je ne peux pas, sinon ça ne serait pas un journal de psychanalyse, ça ne serait pas un récit de psychanalyse, ce serait un journal intime et je ne vois pas qui s'intéresserait d'autres que moi, en fait. Donc il n'y aurait pas de publication. Il y a certains dialogues que je n'ai pas, pour vraiment que ce soit clair, je n'ai utilisé aucun micro ni enregistrement pour faire ça. J'avais un protocole comme un protocole de peintre. On prépare un support, on se concentre, on se prédispose au support, on fait face au support, on digère le support et on fait œuvre. Donc j'écrivais mon journal comme chaque semaine, une fois par semaine, la veille ou quand je pouvais la semaine tout en travaillant à autre chose. J'étais en séance le samedi matin, 45 minutes de marche pour y aller. Je pensais à ma séance, j'arrivais en séance, la plupart du temps je parlais d'autre chose. Je sortais de séance, je notais immédiatement sur mon téléphone tout de suite ce que m'avait dit le psychanalyste. Comme ça, je prenais des notes. Je rentrais chez moi, samedi, cours de yoga, petite course, repos, dimanche sport, dimanche après-midi, écriture de ce que je me souviens de ma séance de la veille. Pas trop tardivement parce que sinon j'allais la fictionnaliser, la fictionner, la rendre... j'allais en faire... on s'est fictionnalisé. Voilà, moi j'allais en faire quelque chose de romancé et c'était pas le but. Donc si j'écrivais pas le dimanche, je pouvais pas écrire le lundi, le mardi, le mercredi. C'était perdu. Donc il y a des séances qui sont perdues et puis au final, elles n'étaient probablement pas très signifiantes non plus, celles qui sont perdues. Sinon, je les aurais pas perdues. Absolument. Voilà, c'est fascinant parce que là, on reconnaît l'artiste. Et là, j'aimerais qu'on parle justement c'est au cœur là, des discussions que tu as avec le psychanalyste. Ta réflexion sur ton statut d'artiste, et là, je vais citer quelques phrases, moi, qui m'ont beaucoup interpellée. Je ne fais pas de l'art pour être un artiste maudit, mais absolument pas. Un artiste, c'est quelqu'un qui travaille, pas quelqu'un qui chiale. Oui. Ça, je trouve que c'est une posture intéressante. Et tu dis, un artiste valable est un artiste qui établit une méthode. C'est un peu ce que tu viens de nous décrire. Tout à fait. Et tu dis aussi, il faut se donner les moyens de s'inventer soi-même. Ça, c'est extraordinaire. Un artiste, c'est quelqu'un qui invente un artiste. Et tu cites Jules Verne qui dit, c'est ça, c'est vraiment la phrase de Jules Verne. Et tu ajoutes après, il faut se donner les moyens de s'inventer soi-même. Et là, la question que j'ai envie de te poser, s'inventer soi-même, ça prend de l'audace. Il faut se donner aussi les moyens. Est-ce que la psychanalyse n'était pas une nécessité dans ce contexte-là? Oui. C'est un véhicule nécessaire, c'est un support complémentaire, c'est un support qui permet, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait croire, qui permet finalement de se décentrer de soi. Ah bon? Ah là, j'aime bien cette idée-là. Oui, parce qu'on réfléchit de soi de manière un peu plus lointaine. Pas forcément nécessairement objective, mais un petit peu plus lointaine. Oui, puis c'est drôle parce qu'en disant ça, je reculais du micro. Si on pouvait le voir, là, vous verriez, je l'ai ramené à l'ordre, je l'ai rapproche-toi du micro. Mais c'est bon, cette idée-là de s'éloigner. Oui, mais c'est créateur, oui, ça crée. Alors, dans quel sens, par contre, écrire ma psychanalyse influence ma psychanalyse? Ça, on m'a posé la question la semaine dernière. Ben oui. Bon, j'ai pas encore tout à fait la réponse, ça l'influence nécessairement. Mais tu n'écrivais pas nécessairement, tu n'étais pas dans l'idée d'écrire à propos de ta psychanalyse. Non, mais quand on écrit... Tu prenais des notes, on pourrait dire. Et quand j'étais pas en psychanalyse et quand j'étais réticent à ça, je prenais des notes sur la peinture ou sur la photographie sans me soucier de savoir si j'allais être lu. Donc il y a des entrées dans le livre qui restent, comme tu dis, des séances dont il ne reste qu'une phrase, qui sont aussi issues de mon journal de peinture ou mon journal de photographie. Qui n'ont pas forcément à voir avec les séances en elles-mêmes, mais les séances ne sont pas effectives que pendant les séances. C'est-à-dire qu'on se transporte, on transporte ce qu'on apprend de séance en séance et ça évolue, c'est jamais fixe. Et ça a beaucoup à voir avec la création, c'est du mouvement.
Mais justement, si on parle de la structure, j'ai mentionné l'aspect fragmenté. Il y a, les séances sont numérotées, les lieux, les dates, jusqu'à de la première à la dernière. On se rend à la séance 61 et qui se termine justement par le départ pour Montréal. C'est pour ça que je te dis que ça se lit presque comme un récit. Il va y avoir aussi des séances d'hypnose, quelques-unes. Et là, il y a 2 sections. Tu interromps en quelque sorte la transcription des séances avec, ça s'intitule Interlude. Et là, on a dans le premier interlude, page 66, un texte qui s'intitule Le contexte et ensuite Le cauchemar. Puis l'interlude 2, page 123, Ma décision. Et là, pourquoi je trouvais ça intéressant que là, on casse comment dire... c'est pour ça que je te dis que c'est un objet littéraire intéressant, parce qu'on n'est pas... on peut pas tomber dans une forme de monotonie ou... Tu sais, il y a tout d'un coup, il y a ça qui intervient. Pourquoi ces interludes? Parce qu'à un moment, quand le trauma refait surface et que le conscient se fracasse au mur de l'inconscient séance et qu'on est face à ce qu'il y a de pire, je dirais. Comment résumer ça? C'est intéressant parce que c'est comme si là, on est sorti. C'est là où on est en présence d'un livre, je pense. Ou c'est là où arrive le travail littéraire. Parce qu'on est dans la conscience, on n'est plus dans l'inconscient. Mais ça casse aussi. Il y a des moments qui cassent la thérapie. Le contexte, j'ai eu besoin de le mettre, donc l'interlude, j'ai eu besoin de mettre un interlude pour dire il n'y a pas que la thérapie. On ne réfléchit pas à soi, on ne porte pas des meilleures décisions pour son avenir uniquement en séance parce qu'on a payé les 25 ou les 30 minutes ou les 45 minutes. Ça agit avant, ça agit après. Moi, ma séance, elle commence 1 heure avant quand je marche, elle finit 2 heures après ou même elle finit le lendemain quand j'ai fini d'écrire. Puis des fois, il y a 2 séances en même journée. Voilà, alors ça, c'est purement lacanien. C'est arrivé quand un jour, il y a un problème qui nécessite peut-être de ne pas attendre une semaine avec une pause entre les deux. Donc, je crois que même c'est l'une des premières séances. L'une des premières séances, c'est une double séance. L'interlude, le cauchemar, c'est qu'à un moment, en fait, la vie m'a rattrapé. C'est-à-dire que dans mon quotidien, et Jim, qui vit à Montréal, vient me retrouver. On n'est pas encore mariés, mais il vient me retrouver à Paris avant que j'émigre. Et puis, alors que je suis en pause de psychanalyse, eh bien, ce que je dis en psychanalyse ressurgit sous la forme d'un cauchemar avec une figure paternelle qui agresse et qui viole. Donc, j'avais besoin de raconter le contexte. Parce que c'est la période de Noël. Noël et les fêtes de fin d'année ont été compliquées quand on est une famille déstructurée depuis longtemps. C'est bien que tu en parles parce que le Noël arrive, puis c'est le cas de plus de gens qu'on pense. Oui, je le sais depuis longtemps. Ça peut être une période compliquée. Ça peut être aussi une période révélatrice. Voilà. J'ai pas choisi que ça arrive le 1er ou le 31 décembre ou quelque chose comme ça. Par contre, j'étais heureux de pas être seul quand je vivais ce cauchemar. Puis ce cauchemar, j'ai pu en parler un petit peu après, au début de l'année d'après, en psychanalyse. Maintenant, on est dans une psychanalyse moderne. Donc, Karl a très vite recadré quand j'ai commencé à parler. Peut-être que c'est même gardé dans le livre. On n'est pas là pour interpréter les rêves. Ah, c'est bon. Là, j'aimerais qu'on plonge dans certaines thématiques, en tout cas moi, qui m'ont particulièrement interpellée. Très égoïstement, là, c'est moi qui fais l'entrevue après tout. Je peux bien aller vers ce qui m'a intéressée. Tu parles du sentiment de marginalité face au tien, le fait d'être une espèce d'angoisse, d'être différent du reste de la famille. D'ailleurs, tu es le seul à être né en Bretagne. Les autres sont nés dans une autre ville de la France. Province française. Et là, je vais citer un passage. Et tu dis, et c'est peut-être cette angoisse qui m'a conduit à consommer des drogues, à avoir recours à cette solution, comme vous dites, cette angoisse de vivre dans une cellule familiale où je suis à part. Je dis ça au moment où je construis ma propre famille. C'est très touchant parce que cette marginalité-là du fait d'assumer pleinement le côté artistique, c'est quelque chose qui est vécu comme une souffrance, chez toi? Au départ, avant d'en faire quelque chose de créatif. Voilà, Il me semble que déjà la créativité est probablement une source pour se faire du bien. Il se trouve que quand j'ai 7 ans, ma famille, mon père est muté par son directeur d'entreprise et donc avec ma famille et ma fratrie, il est décidé qu'on retourne dans leur région d'origine.
Mais moi, j'ai 6 ans, et puis je suis né en Bretagne. Et puis, en fait, la Bretagne, c'est chez moi, alors que ma famille n'est pas bretonne. Et pour moi, c'est un premier déchirement, parce que quand on quitte ses racines à 6 ou 7 ans, à mon sens, on s'en souvient très très longtemps. Absolument. Et j'ai gardé le sentiment de l'endroit de la région dans laquelle je suis arrivé, de ne jamais être chez moi. Alors qu'eux rentraient à la source. Mais pourquoi, là où ça m'interpelle beaucoup, pourquoi ce besoin viscéral d'être reconnu aussi par sa fratrie, voyons, j'ai de la misère, comme, je ne sais pas si tu connais le conte sûrement du vilain petit canard, tu sais, cette fameuse histoire-là où le canard découvre finalement qu'il est une oie, et puis il y a comme là une souffrance dans le fait de ne pas pouvoir être comme le reste de la famille. J'en ai pas souffert, et puis j'avais pas cette image du vilain petit canard. Déjà, jamais personne ne m'a dit que j'étais capable de rien, ou que j'avais des raisons d'avoir une honte ou quoi que ce soit. J'ai toujours été soutenu, au contraire. Et puis à la fin des années 70, c'est la fin des Trente Glorieuses. Et puis quand on est dans une famille cultivée, il y a beaucoup d'éléments qui nous influencent aussi. Il n'y a pas que les parents et l'époque ou les origines. Il y a tout autour qui joue. Donc il n'y a pas que la famille. J'avais aussi, mon père avait son meilleur ami qui était peintre, qui était excentrique. Puis moi, j'étais petit, mais je le voyais à la maison avoir des comportements particuliers. Et puis, je me souviens plus de ce personnage-là qu'un oncle ou qu'une tante effacée, qui n'était pas très à l'aise. Et puis, je voyais beaucoup de joie dans l'excès des personnes autour de moi. Donc, c'était attirant. Je pense qu'on m'a donné une énergie de vivre et une joie de vivre tout petit. Je suis né pendant la canicule à 76. En 76, je suis un enfant désiré et très, 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 très voulu par mes parents. Une première cassure, c'est le changement de région où ma famille rentre chez elle, mais il se trouve que moi, je pars de chez moi. Je pense que ça m'a donné ça m'a donné l'envie ou le désir immanent de toujours être en voyage, finalement, que le territoire n'est pas fixe. Et puis après, ça s'est construit dans les années aussi, parce qu'une prof de français m'a parlé de Madrid, de quelqu'un d'autre du Maroc, quelqu'un d'autre de l'Inde, etc. Et puis ça m'a nourri. Puis j'avais le frère de ma mère a vécu 30 ans en Nouvelle-Calédonie, donc j'avais aussi une figure que j'avais une fois par an au téléphone. Ça coûtait très cher, d'un oncle très lointain qui m'appelait à 18 ou 20 000 kilomètres de distance avec 12 heures de décalage horaire, que j'avais une fois par an au téléphone, qui me disait je suis allé pêcher des oursins ou des coraux. C'était fabuleux. Ça a peut-être donné le goût du voyage. Que tu allais venir habiter, immigrer au Québec et au Canada à cette époque. Non, ça j'y aurais pas pensé. J'ai d'abord immigré en Inde, et puis après au Maroc, et puis en Espagne, et puis pas de manière aussi établie qu'ici, mais sur des longues périodes. Le Québec et Montréal, c'est parce que l'amour se met dedans, et puis la volonté de se construire à deux, ce qui était jusque-là relativement compliqué ailleurs. Absolument. Et là, on arrive au moment où on parle de tes projets, les projets à venir, là, parce que là, c'est un premier livre. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Le journal de psychanalyse, il ne s'arrête pas là, bien évidemment. Moi, j'ai choisi de l'arrêter là parce que ma psychanalyse s'oriente autrement, donc celle de Victor aussi, où le récit que j'ai fait de la psychanalyse de Victor et de sa relation au père évolue après, puisque la bipolarité du père évolue dans le mauvais sens. Il y a agression, donc il y a protection des enfants, protection des témoins, etc. Et puis, dans le même temps, il y a aussi l'apprentissage du couple et l'apprentissage de la vie, de comment on va avoir un deuxième livre. Je ne sais pas s'il n'y a aucun engagement, quoi que ce soit au pub ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une deuxième partie qui est écrite. Moi, j'ai écrit tout mon journal de psychanalyse. Donc, j'ai écrit la deuxième partie, la troisième partie. Pour moi, c'est une trilogie. Est-ce que ça va sortir toujours au pub? Je ne sais pas, mais ça ne pourra pas sortir dans un autre ordre. Ça, c'est écrit, c'est corrigé. Personne ne peut le lire avant mon éditeur. Mais sinon, le côté plus riche. Mais je travaille sur autre chose. Autre chose. Il nous reste une minute, là, un petit... Quand même dans l'écriture. Voilà, je viens de terminer il y a 3 jours un manuscrit de plus de 400 pages qui est une sorte de préquel de On s'arrête là sur aujourd'hui, c'est-à-dire le parcours d'une personne qui souffre de bipolarité sur 8 ans en Europe. Et au cinéma, donc? Non, en livre. Non, mais en livre. En livre. Un journal numérique écrit. OK.
Voilà, et puis un recueil de poésie peut-être dans l'avenir. Et puis je continue la marqueterie, et puis le studio BRW s'engage à faire des sculptures, et mes catalogues partent aux États-Unis, là, et puis dans les galeries à Ottawa, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Montréal. Alors, on va suivre ton parcours, Benoît. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Merci infiniment pour Je me cette sens belle entrevue. très bien accompagné au Québec, ici, et puis j'écris depuis longtemps, mais je finis mes livres depuis que je vis à Montréal. Et ça, quelle pour ville moi, extraordinaire, Montréal. c'est très positif. Voilà, Génial. tu restes avec nous, Benoît. Oui, tout à fait. On s'en va à une pause publicitaire. Et Mike, après ça, on écoute, on participe à l'entrevue avec Mathieu Ben oui, Blais. vous restez là. Donc, on fait une petite pause et on revient avec Mathieu Blais immédiatement après la pause.